On va pouvoir continuer la réflexion. Juste une petite partie pratique. On vous a déjà dit dans les deux exposés qu'on abordait des sujets très complexes qu'on ne va pas clore complètement aujourd'hui et qu'il était important de faire intervenir l'ensemble des acteurs concernés. On va avoir une petite discussion d'une demi-heure en fin de matinée. Ça sera sans doute largement insuffisant. Et donc, nous vous proposons, après cette journée, pour tous ceux qui voudraient poser des questions complémentaires ou mener des réflexions complémentaires, de le faire sur le site du Fonds français et au sein du groupe Pôle Débat. Nous reprendrons ces questions-interventions pour voir dans quelle mesure, en 2013, nous pourrons prolonger la réflexion avec vous sur ce terrain-là. Donc je passe tout de suite la parole à Éric Singler, qui est à la fois un théoricien, mais aussi surtout un praticien. Il est directeur général d'une société d'études des comportements des consommateurs qui s'appelle BVA. Il a, à l'intérieur de cette société d'études, fondé une cellule plus particulière qui s'appelle InVivo, qui correspond bien à la problématique que l'on aborde aujourd'hui. Et il s'intéresse aussi aux relations entre neurosciences et marketing. Et par rapport à ce qui a été dit par Pierre et Sadi auparavant, on voit bien qu'on est dans la prolongation de ces réflexions avec des observations concrètes dont il va nous faire partie. Tout de suite, Éric Singler. Bonjour, merci bien pour cette introduction. Alors, dans un premier temps, je vais très rapidement me présenter. Je pense que c'est important pour vous de bien connaître quel est le parcours de l'orateur, ce qui explique souvent ce qu'il dit. Donc moi, je suis très lié à l'industrie agroalimentaire, puisque je suis un homme de marketing depuis plus de 25 ans, j'ai plusieurs casquettes, je suis directeur général de BVA. Vous connaissez peut-être BVA au travers des sondages politiques publiés, mais qui sont une toute petite partie de notre activité, en gros 3% de notre activité, là où la grande consommation représente plus de 30% de notre activité. Alors en grande consommation, on travaille pour les principaux acteurs que j'ai mis ici. Je suis aussi impliqué dans les organismes, ou les organes plus exactement de notre profession, l'ADTEM, qui est l'Association des études marketing, où je suis membre du comité scientifique, et j'ai développé un nouveau club au sein de cette association qui s'appelle Neurosciences et Marketing. Vous avez vu qu'on a fait exprès de ne pas utiliser ce mot neuromarketing qui suscite pas mal de débats. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous présente une intervention en 3 grands temps. Je voudrais qu'on revienne sur des choses extrêmement basiques, mais qui me semblent extrêmement importantes pour comprendre le comportement de ce que nous on appelle les shoppers, c'est-à-dire les acheteurs en grande consommation. Donc, dans un premier temps, je voudrais revenir sur 3 grands faits qui, à mon avis, sont très explicatifs des choix ou des non-choix que font les acheteurs dans le domaine de l'alimentaire, mais pas uniquement, en grande consommation d'une manière générale. Je voudrais ensuite illustrer l'importance de cet environnement sur les processus de choix à travers 4 études de cas concrètes, réelles, pour un certain nombre d'acteurs qui m'ont permis de les publier parce qu'elles sont un petit peu anciennes. Vous savez que les grands acteurs de la grande consommation sont très férus de confidentialité. Néanmoins, on va pouvoir partager un certain nombre de cas dont j'espère qu'ils seront éclairants sur les processus de décision et la compréhension des comportements. Et ensuite, au regard de ces cas-là, je voudrais tenter de reprendre un petit peu de hauteur en proposant 6 grands enseignements qui viennent pas du tout
de notre parcours ni de notre expérience, mais d'enseignements issus de la Behavioral Economics, donc on a commencé à parler, à mon avis, fortement ce matin, et des neurosciences, pour orienter le comportement. Alors je ne me place pas du tout sur un débat éthique, ça c'est le vôtre, moi je suis un homme de marketing, donc quand je travaille, et il faut que je le dise, quand je travaille pour un acteur de la grande consommation, c'est pour l'aider à vendre plus. Donc à comprendre les comportements pour les orienter dans un sens. Ce sens, ça peut être, c'est l'objet ici, faire consommer mieux avec les débats sur qu'est-ce que consommer mieux. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, premier temps, attitude et comportement du shopper en grande consommation. Un point très basique, vous connaissez tous, vous vous reconnaissez là-dedans. En grande consommation, on cavale. On ne veut pas perdre de temps. Pour des raisons très très simples à comprendre, hein. Il y a une multiplicité de facteurs. Comme on l'a dit ce matin, les acheteurs en grande surface sont souvent des acheteuses, des femmes dont on sait qu'ils ont une vie bien remplie. Donc faire ses courses, on a intérêt à aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire à côté de ça. D'autant plus que notre temps à tous, mauvaise nouvelle, nous sommes mortels, notre temps à tous est compté. La rapidité est aussi un symbole de performance pour nous tous dans toutes nos activités. En grande consommation, c'est facile parce que chacun d'entre nous est expert en grande consommation. On ne s'interroge pas sur est-ce que j'ai le droit de prendre un caddie, est-ce que j'ai le droit de prendre un produit, ou est-ce que je vais payer. Tout ça est totalement naturel et totalement intégré. Donc je peux aller vite parce que je connais très bien cet environnement. Et puis je peux aller vite parce que faire ses courses en grande consommation, pour beaucoup, ce sont des achats contraints et donc pas si amusants par rapport à d'autres temps de liberté et de loisirs. Donc je vais vite parce que j'ai envie, j'ai intérêt, c'est une valeur symbole. Alors, si ça marche, un petit... Oui, la souris, des petits films pour tenter d'illustrer ça. Voilà un acte d'achat en grande surface. C'est terminé. Une seconde, c'est ça un processus de décision en grande surface. C'est ça que vous avez à changer si vous voulez que les gens adoptent des comportements d'achat qui soient pour leur long terme plus vertueux. Autre vision de ce qu'est un achat, et là on va voir une vision intérieure. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ce qu'on appelle les eye tracking. Donc les eye tracking sont des lunettes qui permettent à la fois d'enregistrer le champ visuel, mais d'enregistrer aussi le parcours de la pupille, et donc de voir ce que les gens sont censés voir et qu'ils ne sont pas capables de décrire, puisque nous, on a le sentiment que notre regard est fixe, or notre regard change tous les 100 millisecondes. Donc voilà un petit exemple. Au croisement de ces deux lignes rouges, vous avez le regard de quelqu'un en train de faire ses courses, et vous allez voir que le processus de décision et de captation, de traitement de l'information, ben là je regarde des packaging, vous voyez que tout ça se fait extrêmement vite. Donc c'est dans ces quelques dixièmes de seconde que vous devez communiquer quelque chose qui est censé changer le comportement d'achat, si vous voulez le changer, ou au contraire, ne surtout pas le changer si vous êtes Ariel et que vous êtes le leader de la catégorie de produits. Alors, les conséquences de cette rapidité, elles sont assez simples, hein. Quand vous décidez très très vite, vous êtes obligé de choisir des logiques de décision qui sont conformes à ces contraintes de temps, qui sont rapides, qui sont simples, qui sont économes en traitement et en effort pour vous, et qui sont très souvent automatisés. Donc ce qui va être une contrainte forte quand on veut changer le comportement. Premier point, donc la rapidité. Deuxième point, ce que j'ai appelé le jeu est ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, un acheteur en grande consommation, un shopper en grande consommation, bien sûr, il a des préférences. Bien sûr, il a une histoire de la consommation, il a des images de marque, il a des expériences produits qui conduisent à des préférences. Mais en fait, ce qu'on sait de plus en plus, c'est que ce jeu est ouvert d'abord parce qu'il y a de plus en plus de produits. C'est en gros 30 000 lancements de nouveaux produits par an. Voilà un extrait de la gamme d'un de mes clients préférés, L'Oréal, leader du marché du shampoing en France. Voilà quelques références, ce n'est pas la gamme complète, des shampoings.
Donc le jeu est ouvert parce qu'on a un choix qu'on n'a jamais eu. Donc je ne veux pas faire d'histoire, mais si vous reprenez il y a un siècle, je ne parle pas d'il y a 2 siècles, le choix n'était pas tout à fait identique. Pourquoi le choix est ouvert? Parce que l'esprit des shoppers s'est ouvert. Il y a une dizaine, une vingtaine, ou plus exactement une trentaine d'années, acheter une marque distributeur, vous renvoyez de vous-même une image qui n'était pas obligatoirement celle que vous souhaitiez. Maintenant, c'est parfois et souvent le contraire. Les marques distributeurs, les marques premier prix, achetées chez Lidl, peut être un signe social d'intelligence, nos logos. Je suis capable de me désengager de ce discours des marques. Donc tous les jours, les consommateurs nous disent plus, c'est pas si important, il n'y a pas tant de risque que ça d'acheter Côte d'Or plutôt que Milka, voire Carrefour plutôt qu'Ariel. Donc s'il n'y a pas de risque, je peux changer. Si on m'offre une promotion, si on me fait une tête de gondole qui m'évite de faire 30 secondes de plus de parcours, peut-être que je vais basculer pour un produit ou pour un autre. Donc le jeu est largement ouvert. Pourquoi le jeu est ouvert? Aussi parce que la stimulation est absolument constante. Stimulation, les promos, et vous savez que maintenant les promos arrivent sur tout ce qui est smartphone, hein, c'est une énorme révolution autour du digital marketing et de l'influence juste avant l'acte d'achat, puisqu'on est en plus géolocalisé, donc on peut envoyer une promotion à quelqu'un qui a un smartphone sur une catégorie qui l'intéresse au moment où ça va l'intéresser. Tout ça a constitué ce qu'on appelle en grande conso le premier moment de vérité, expression qui a été inventée par l'ancien patron de Procter qui s'appelle Alan Laflèche. Je vous laisse lire sa citation. Hein. 2 grands moments de vérité. Le premier moment de vérité, quand j'arrive devant un rayon, je prends Procter, Ariel ou Skip. Deuxième grand moment de vérité, je suis à domicile. Est-ce que ce pourquoi j'ai choisi l'un ou l'autre, est-ce que mon expérience du produit est conforme à ce que j'en espérais? Auquel cas, il y aura un troisième moment de vérité, le réachat. Si je ne suis pas conforme, il n'y aura pas de réachat. Donc, un moment clé, le choix en rayon. Troisième grand facteur pour moi dans l'environnement de la grande consommation, ce que j'appelle la saturation visuelle. On est bombardé. On est bombardé par l'hypercommunication du point de vente. Les points de vente, ils ont un énorme problème. Hein. Il y a maintenant Internet. Donc, pourquoi attirer et comment attirer un acheteur dans mon point de vente, sachant que peut-être qu'il peut trouver sur Internet de chez lui en cliquant le même produit, voire les problèmes de la Fnac, par exemple, physique par rapport à Fnac.com ou par rapport à Amazon. Donc, la réponse, c'est ce qu'on appelle l'expérience d'achat, essayer de réenchanter le point de vente, donc de communiquer, donc d'apporter de l'information, et pas uniquement de l'information, apporter un plaisir de l'acte d'achat. Donc, hypercommunication en point de vente. Mais aussi hypercommunication des magasins avant l'achat. Envoyer des promos de telle manière que l'acte d'achat soit le plus possible guidé vers vos marques. Et puis, bien évidemment, l'hyperactivité promotionnelle des fabricants, c'est maintenant 25% des achats sur beaucoup de catégories de produits de la grande consommation. Donc tout ça veut dire qu'on est bombardé d'informations quand on est en magasin, et tout ça dans un environnement où il y a 25 000 à 40 000 références en hypermarché. Il y en a plus de 500 dans un hypermarché en ultra frais. Et par rapport à ça, nous sommes de pauvres petits êtres humains avec des facultés de traitement de l'information qui sont ultra limitées, des limites de connaissance, des limites physiologiques, mais également des limites temporelles. Je veux décider rapidement. Je ne veux pas analyser les 500 références de l'ultra frais pour identifier laquelle est véritablement celle qui me satisfait le plus. Donc ça, ce sont des éléments qui, à mon avis, sont cruciaux, très basiques, hein, mais cruciaux pour comprendre ce qu'est un comportement, ce qu'est une décision, et éventuellement faire changer cette décision. Alors, je voudrais maintenant vous parler de 4 cas, très rapidement. Le premier cas, un cas Unilever, c'est que des cas, en gros, d'échecs, parce que comme chacun sait, l'échec est assez instructif. Hein. Un cas pour Lipton, leader du marché du thé, qui a voulu changer son packaging pour mettre en avant un nouveau bénéfice,
AOX antioxydant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va reconstituer des linéaires, c'est l'une des particularités de ce qu'on fait chez InVio. Nous avons des faux magasins dans le monde entier dans lesquels on va organiser des simulations d'achat pour pouvoir anticiper et prévoir leur comportement avant que ce soit décliné dans la vraie vie. Alors on va comparer le comportement d'achat et ce que déclarent un certain nombre d'individus représentant d'une population. Alors, voyons ce que les gens nous disent. Donc, c'est des cellules, pour les spécialistes d'études, des cellules en monadique appariées, et on compare les résultats. En intention d'achat, on voit que c'est une bonne idée, ce AOX antioxydant. Quand les gens regardent ça, quand on leur présente le produit, quand on est avec le packaging actuel, j'ai 34% d'intention d'achat positive. Quand je suis avec ce nouveau packaging portant l'offre antioxydant, je suis à 54% d'intention positive, soit largement significatif sur le plan statistique. Donc en gros, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui se passe dans le magasin? Je perds du taux d'achat, c'est-à-dire le nombre d'acheteurs décroît. Chez les mêmes gens, ils viennent d'acheter, ensuite je les interroge et ils me disent le contraire, 10 minutes après, de ce qu'ils ont fait en magasin. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont débiles, pas parce qu'ils mentent. Tout simplement parce qu'en fait, leur processus de décision a fait que ce fameux packaging sur lequel je reviens à droite, il y a une bande verte. Et cette bande verte, sur un temps d'achat sur le rayon qui est de 8 secondes, dans ce domaine du thé, je l'interprète comme quelque chose de différent, éventuellement un thé au citron, et à partir du moment où je me pose des questions, je réintroduis l'univers concurrentiel et je peux basculer sur une autre offre qui répond beaucoup plus rapidement à ma question. Je veux mon thé traditionnel. Et là, je me retrouve avec un thé qui potentiellement est différent de celui que j'aime. Donc je peux avoir plusieurs habitudes et je peux basculer sur autre chose. Donc en fait, là, on voit un gap très important. Le drame, c'est que Lipton a décidé de le lancer et a perdu 10% de ses ventes pour rebasculer après et faire une stratégie, à mon avis, qui était celle qu'il aurait fallu adopter dès le premier coup, mais c'est souvent facile à dire après, hein, c'est-à-dire l'introduction d'AOX de manière mineure, de la pédagogie en communication et ensuite renforcer la communication sur le packaging quand l'idée AOX devient non plus une idée théorique, mais quelque chose de concret. Donc quand il y a différence de traitement, quand j'ai le temps, je comprends ce qu'est AOX et j'ai l'intention d'acheter, mais une intention d'achat, c'est une intention et pas un achat. Alors, voilà un cas pour Lipton. Je voudrais parler d'une autre problématique ici. C'était en Angleterre, sur le rayon des eaux. Et là, on est chez Danone Waters. L'idée est de changer l'organisation du marché, du rayon des boissons. Alors, imaginez-vous en hélicoptère au-dessus de l'organisation linéaire. À gauche, vous avez l'organisation actuelle, donc il y a 2 rangées. Et puis, il y a les différents segments de marché. À gauche, l'organisation dite actuelle, donc dite industrielle. Pourquoi industrielle? Parce que vous avez l'eau, les jus de fruits, les pétillants, entre guillemets, dans lesquels vous allez retrouver les colas, et puis les jus de fruits. Donc, en fait, c'est une organisation par catégorie de produits. Les marketeurs de Danone Waters ont décidé, à l'issue de focus group, de Cali, etc., de réorganiser de manière plus conceptuelle le rayon avec les boissons pour tous les jours, les everyday, avec les colas, les fruits et les boissons et les eaux, et puis des boissons plus plaisir, en gros plus censées être plus modernes, etc. Alors même chose, on interroge les gens. Et là, ce sont ce qu'on appelle des profils d'image. Donc alors, on pose des questions en les mettant face au rayon, leur demandant, c'est des notes de 1 à 10, est-ce que ce rayon est clair, bien organisé? À gauche, vous avez le rayon actuel, à droite, vous avez le nouveau rayon, et vous voyez que cette nouvelle organisation paraît plus claire, on peut facilement identifier le produit cherché, les gens déclarent qu'ils aiment acheter des boissons, ils enjoy
c'est plus en anglais le rayon, et puis c'est censé m'encourager à acheter des boissons. Bien évidemment, si je vous le présente, et si les consommateurs nous disent oui, passons à la nouvelle organisation, le chiffre d'affaires du rayon baisse de 12%. Pourquoi le chiffre d'affaires baisse de 12%? Pour une raison qui est très très simple. Vous m'avez facilité la vie avec cette nouvelle organisation. J'ai mes colas, les jus de fruits et l'eau dans la même allée. Donc je fréquente cette allée, j'achète les produits pour lesquels je suis là et je n'ai pas besoin d'aller dans un autre rayon dans lequel il n'y a pas de produits indispensables. Donc tous les segments de marché secondaires qui se trouvent dans les secondes allées ne sont plus achetés. Pourquoi? Parce que je veux aller vite. Un autre cas, encore chez Unilever, qui est pourtant une très grande et très performante société avec un grand service marketing, mais des erreurs, ça arrive, un changement de packaging sur marque Fruits d'Or, avec un objectif qui est, bon, ce vieux tournesol, il y en a assez, ces couleurs à plat, c'est vraiment pas moderne, donc on va moderniser tout ça avec un autre positionnement qui est « Prends ta santé à cœur ». D'où le nouveau logo qui entoure Fruits d'Or, d'où des claims sur « Prends ta santé à cœur » à la place du claim « Tartine et cuisson ». Parce que tartine et cuisson, c'est de la margarine et ça n'intéresse personne. Ou plus exactement, c'est non différenciant d'un produit à l'autre. Alors vous avez compris le système maintenant, puisque ça va être à chaque fois la même chose. En intention d'achat, que j'interpelle ou que j'interroge les acheteurs habituels de Fruits d'Or ou les autres, tout le monde me dit « c'est une bonne idée, c'est joli, c'est etc. » Et puis, bien sûr, dans la vraie vie, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Pour des raisons toutes bêtes, 10% de ventes en moins, pour une raison toute bête, où il est mon tartine et cuisson? Est-ce que c'est toujours tartine et cuisson? Si j'achète de la margarine, c'est pour que ça soit tartine et cuisson. Donc voilà, et puis il y en a d'autres qui me disent tartine et cuisson, je bascule. Donc il faut faire très attention, on enlève quelque chose qui est non différenciant, qui n'appartient pas spécifiquement à Fruits d'Or, donc dont on peut penser que c'est facile à supprimer sans aucun dégât. C'est ce qu'on appelle, nous, l'impératif oublié. Avant de communiquer mon bénéfice, il faut communiquer ma raison d'être. Quand j'oublie la raison d'être, le bénéfice n'est pas traité. Autre cas de figure, le cas d'Annette, chez Danone, Dairy, ce coup-ci, en France, un cas de ce qu'on appelle in-store communication, c'est-à-dire tapis de sol, qu'est-ce que je communique au moment du point de vente. Et là, deux messages alternatifs sur l'une des grandes marques de Danone, Danette plus 80% de lait, ou envie de Danette avec du chocolat. Quand on interroge les gens, après l'acte d'achat, personne ne se souvient, quand je dis personne, 3% des shoppers se souviennent avoir vu un tapis de sol. Ils ne l'ont pas mémorisé. Donc, on peut déduire, s'ils ne l'ont pas mémorisé, c'est qu'il n'y a pas de rôle. Alors que c'est faux. 2, quand on les interroge sur est-ce que vous aimez bien ce qui est dit sur cette pub ou est-ce que vous avez l'intention d'acheter ce produit après avoir vu la publicité. C'est non différent et en plus à un faible niveau. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui fait 0% et l'autre, envie de Danette, plus 35% de vente. En gros, un message non mémorisé, mais qui, au moment de la seconde où je fais ma décision, me rappelle « Oh, Danette, c'est bourré de chocolat », donc joue sur l'impulsion et la gourmandise, je bascule, et c'est celui-là, alors que le 80% de lait, bien rationnel, bien santé, mais que tout le monde connaît parce que je suis dans le domaine de l'ultra frais, n'a pas du tout l'impact qu'on pouvait escompter. Donc là encore, des phénomènes qui sont curieux, et bien sûr des phénomènes qui challengent énormément notre compréhension des process de décision et encore plus notre capacité à les comprendre et à les prévoir. Alors c'est l'objectif, bien sûr, de la behavioral economics, en opposition à l'économie, on va dire, standard, en tout cas c'est comme ça que les behavioral economists maintenant appellent l'économie dite traditionnelle. Le but du jeu, c'est de comprendre les décisions et le comportement dans la vraie vie, et en particulier le comportement et les décisions de tous les jours. Alors, j'ai regroupé, je pense que les spécialistes économiques pourraient me titiller sur ce tableau,
mais ça c'est mieux. 3 prix Nobel d'économie. Est-ce que Herbert Simon était un behavioral economist? Je ne suis pas sûr, hein, mais en tout cas, dans ma compréhension, c'est en tout cas le premier qui a commencé à dire, tiens, peut-être que l'homme est plus limité que ce qu'on pourrait dire. Zelten dans la même philosophie, et Kahneman, alors lui qui se revendique fortement pape de la behavioral economist. Donc maintenant, c'est plus un petit courant, c'est un courant reconnu. Et en gros, quelqu'un que j'aime beaucoup, parce qu'il a un côté très provocateur, qui s'appelle Dan Ariely, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Predictably Irrational, sur lequel je vais revenir un peu après, très mal traduit à mon sens en français sur « c'est vraiment moi qui décide ». On est passé de l'homme rationnel à un homme qui est plus réel et qui est peut-être plus Homer Simpson. Qu'est-ce que disent la behavioral economy de mon point de vue, hein, de marketeur pragmatique? C'est on n'est pas capable de comprendre soi-même ses décisions. Alors, je pense que le 95%, on pourrait le challenger fortement, et je serais surpris que Zaltman puisse vraiment dire c'est 95 et pas 97 ou 72. En gros, ce que ça signifie, c'est nos décisions étant non conscientes, mais pas non conscientes au sens freudien, mais au sens cognitif du terme, il est difficile d'aller au-delà que de réponses très superficielles. Deuxièmement, alors bien évidemment pour moi c'est le bouquin fondamental qui vient d'être traduit en français, hein, Système 1 et Système 2, les deux vitesses de la pensée. En gros, nous pensons rationnel, c'est-à-dire nous pensons système 2, je réfléchis, je soupèse et je prends une décision, alors que nous sommes beaucoup plus que Kahneman appelle système 1, c'est-à-dire en je dirais, décision automatique, non consciente, liée à des stéréotypes, faite d'associations, et nous sommes sans arrêt en train d'interpréter le monde, et c'est ce système 1 qui nourrit notre système 2. Donc l'ensemble de ce système 1 est beaucoup plus important, mais beaucoup plus difficile à comprendre si on veut véritablement comprendre nos décisions. Troisième, de mon point de vue, enseignement, et c'est le fameux Ariely, hein, c'est en gros, nous sommes systématiquement irrationnels, irrationnels au sens de notre propre intérêt long terme, je dirais, mais si nous sommes systématiquement irrationnels, c'est que nous avons des biais, nous utilisons des shortcuts, comme disent les Américains, qui nous conduisent à ces erreurs, mais puisque c'est systématique, on peut le comprendre et on peut le prédire. Et dès lors qu'on l'a compris et prédit, on peut bien évidemment orienter ou tenter de le faire dans un sens qui est souhaitable. Quatrième point, alors là qui vient plutôt d'un neuroscientifique que de la behavioral economics, mais les psychologues de la behavioral economics retrouvent ça dans leurs expériences, c'est Joseph Ledoux. En gros, les émotions, mais on le sait depuis Damasio, au moins pour moi, hein, avec son fameux l'erreur de Descartes, en gros, l'émotion est au cœur de la décision autant que la raison. Le sous-titre du bouquin de Damasio, c'était « La raison des émotions ». Si nous ne sommes pas émotionnels, nous ne pouvons prendre des décisions rationnelles. Donc que la décision soit au cœur et que s'adresser uniquement à la raison, c'est passer à côté de la compréhension de la décision, c'est fondamental. Cinquième et avant-dernier point, là qui vient du professeur Sommers. Après beaucoup d'autres enseignements et d'autres expériences, les situations, les environnements de la prise de décision sont au moins aussi importantes que le stimulus ou la décision elle-même pour comprendre cette décision. L'environnement va impacter la logique de décision que j'utilise, on l'a vu, dans la grande conso. Et le sixième et dernier point, qui peut être un énorme avantage ou un énorme challenge, nous sommes des êtres d'habitude. Une étude citée dans ce bouquin sur le pouvoir des habitudes de la Duke University dit que 45% de nos décisions quotidiennes sont non pas prises, mais générées par nos habitudes. Donc ça peut être un énorme atout si c'est une habitude qu'on considère être positive, mais c'est ça contre lequel on doit se battre si on considère que c'est une habitude négative. Donc comment faire en sorte de casser ces habitudes, c'est-à-dire qu'on ait la même récompense finale, si on a des habitudes, c'est qu'on en a une récompense finale, mais comment casser la routine
c'est-à-dire conserver la récompense, mais avec une routine qui soit plus favorable dans une vision positive. Alors, au final, là aussi, je pense que ça a été fortement évoqué par des intervenants ce matin, mon point de vue est que l'économie comportementale, et notamment ce bouquin de Thaler sur Nudge, est d'un apport assez fondamental. Ce qu'il appelle les architectes du choix peuvent à la fois, et c'est tout l'enjeu, préserver la liberté des individus, tout en orientant leur comportement au regard de ce qu'on considère être positif. Sur le être positif, ça je vous laisse débattre. Un grand marketeur, pour moi, pour terminer, que vous reconnaîtrez, si vous voulez être fort en communication et convaincant en communication dans l'univers de la grande conso, qui est cet univers de la première impression, de la décision ultra rapide, soyez simple, mais être simple, si on ne veut pas être simpliste, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut taper juste. Mais si vous n'êtes pas simple, l'info ne sera pas traitée et vous ne serez pas efficace. Merci. Merci. Vous avez pu donc constater que cette intervention était surtout centrée sur le niveau achat dans les comportements alimentaires. Bien sûr, nous pourrons au niveau de la discussion revoir ça, sachant que, comme ça a été dit tout à l'heure, non seulement en cuisine, mais au niveau des achats, c'est plutôt des acheteuses dans 80% des cas. Et ça veut dire que les décisions de ceux qui achètent peuvent avoir des répercussions partielles ou totales sur ceux qui vont consommer ensuite, au moins pour les consommations à domicile, qui, elles, ne représentent pas toutes les consommations. On va passer maintenant à une autre intervention qui va continuer nos réflexions en abordant plus particulièrement une question qui revient assez souvent dans les débats, qui a été esquissée par Pierre Combry ce matin, à savoir la question des quantités et plus particulièrement de la perception que l'on a des quantités à la fois lorsqu'on voit les produits et aussi lorsqu'on les mange. Donc je passe la parole à Pierre Chandon. Pierre Chandon est prof titulaire à l'INSEAD, d'une chaire de L'Oréal, mais même si on a beaucoup parlé tout de suite des produits de grande consommation, je pense qu'on ne va pas insister particulièrement sur la cosmétique. Et donc, il va essayer de nous faire comprendre une partie au moins des biais de nos perceptions, de nos représentations des objets, pour reprendre les expressions de Sadi Lalou de tout à l'heure. Bonjour, écoutez, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être ici parmi vous. Je sais que c'est bientôt l'heure du déjeuner, donc je vais essayer de faire vite. Ce que vous allez voir, ce que je vais raconter aujourd'hui, ça va recouper énormément de ce qui a été dit jusqu'à présent, notamment la présentation précédente. La différence, c'est que finalement, je vais un peu plus me focaliser sur le deuxième moment de vérité, c'est-à-dire pas simplement au niveau de l'achat, mais au niveau de la consommation à la maison, et également regarder les déterminants des pratiques alimentaires et des biais de perception dans tout ce qui est hors domicile, donc dans les consommations, dans notamment les fast-foods. Donc, je suis professeur de marketing, ce qui veut dire que le but de mon travail, c'est de publier des recherches dans des revues scientifiques. On ne travaille pas directement avec l'industrie d'un côté ou d'un autre, donc voilà mes déclarations d'intérêt. Et la plupart des recherches dont je vais parler aujourd'hui, c'est des recherches qu'on a réalisées nous-mêmes, notamment avec Brian Wansink aux États-Unis, mais aussi à l'INSEAD en France. Et d'ailleurs, si vous voulez, pour un peu une introduction, je viens de réaliser une revue de la littérature sur les effets du marketing sur les pratiques alimentaires.
Et je vais donc vous montrer vraiment brièvement, d'une part, pour dire que c'est un ensemble beaucoup plus vaste que celui auquel on pense d'habitude. Bien évidemment, il y a la publicité, il y a le prix, les promos, on en a parlé beaucoup avant. Mais si vous voulez, la tendance générale du marketing, que ce soit en alimentaire ou ailleurs, c'est vraiment de passer d'actions qui sont, on va dire, évidentes, obtrusives, prix, promo, etc., publicité, à des actions qui vont être plus discrètes et qui vont avoir un impact qui va être moins délibéré et plus automatique. Alors, pas forcément inconscient, mais disons, pour faire simple, quand on demande aux consommateurs est-ce que la publicité ou le prix, ça impacte vos achats, ils vont dire oui, ok. Est-ce que forcément le packaging tel qu'on l'a vu dans les présentations précédentes, ça va influencer votre achat? Est-ce que ce tapis de sol va influencer votre achat? Ils vont probablement dire non, je n'en ai même pas remarqué. Et donc c'est là que ça devient intéressant pour revenir à la présentation de Pierre Cambry, c'est qu'on passe d'actions qui vont être évidentes à des actions où finalement on ne se rend même pas compte qu'on est influencé, ce qui évidemment pose des questions au niveau éthique et au niveau de la mise en œuvre de ces recommandations. Mais vraiment, pour faire simple, voilà ce qu'on peut dire. Ici, ce que vous voyez entre parenthèses, c'est le nombre d'articles que j'ai résumé dans ce papier avec Brian Wansink, dont vous aurez les références à la fin. Tout ça pour dire qu'il commence à y avoir quand même beaucoup d'études, notamment en marketing, qui étaient publiées sur ce sujet, qui ne sont pas forcément des études très connues d'ailleurs en dehors de notre champ d'action, ce qui est la raison pour laquelle on a essayé de tout concentrer dans un papier qui a plus de 350 références, pour dépasser, si vous voulez, juste les exemples, les cas d'école, et pour essayer de faire connaître en dehors de notre champ de ce qu'on faisait. Aujourd'hui, ce dont je vais vraiment parler, c'est ce qui se passe au niveau du packaging. On a eu une présentation parfaite justement de l'importance du packaging et de la difficulté à appréhender ses effets. Et donc, je vais regarder deux tendances toutes simples. D'une part, tous ces packaging avec des bénéfices santé, dont on a vu l'exemple avec c'était Fruidor, c'est ça? Et dans quelle mesure ça impacte le positionnement et l'image de la marque. Et d'autre part, tout ce qui est au niveau de la stratégie produit, pas simplement sur la qualité du changement des propriétés, etc., du produit, mais sur les aspects de quantité, qui est un peu ce qui m'intéresse moi, notamment de la quantité et de la taille des emballages, la taille des gobelets dans les fast-foods, etc., et aussi la quantité et la forme de la vaisselle, tout simplement. Ok, donc tendance numéro 1. C'est une étude que j'avais présentée récemment à Boston, donc il y a des exemples américains, mais on pourrait faire les mêmes en France. Clairement, on est de plus en plus nombreux à consommer des produits qui sont censés être bons pour la santé. D'ailleurs, c'est quasiment impossible aujourd'hui de consommer des produits qui ne disent pas être bons pour la santé d'une manière ou d'une autre. Okay. Il y a tous ces labels, tous ces sceaux, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement l'offre, c'est évidemment aussi la demande. Si on va sur Google, on peut, d'ailleurs c'est très intéressant, avoir une évolution de la part de marché des mots-clés qui sont utilisés par les gens. Et donc, si on regarde par exemple les mots-clés « good food », okay, manger sainement, etc. En rouge, ici, on voit une augmentation importante de l'intérêt pour des informations liées à manger sainement. Un autre exemple, ce sont tous ces mots-clés liés à manger bien, manger sain. Donc là, ce qui est assez intéressant, un peu amusant, parce qu'on est quand même le 18 décembre, c'est que ce n'est pas vraiment aujourd'hui un très bon moment pour parler de manger sainement. Parce que vous voyez, là où ça intéresse beaucoup, c'est à partir du 2 janvier. Okay. Par contre, ça descend. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui est le principal souci de nos préoccupations. Et hop, ça va remonter énormément dans quelques jours. Ça fait partie de ce qui est predictably rational, comme dirait Dan Ariely. On sait tous que voilà, il y a un effet de saisonnalité important, même si on n'en est pas toujours conscient. Donc voilà, ça c'est d'une part les produits qui sont soi-disant meilleurs pour nous. Et là où ça devient assez intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement forcément dans l'amélioration du profil nutritionnel, des fois c'est simplement le positionnement marketing. Donc Subway, que vous connaissez peut-être, une chaîne de sandwich aux États-Unis, c'est vraiment différencié grâce à un monsieur, là, Jared Fogle, qui a eu la bonne idée de perdre énormément de poids en mangeant chez Subway, qui est devenu un peu leur porte-parole. Par hasard, d'ailleurs, et qui donc a fait énormément de pub à un certain moment en disant, regardez, un Big Mac 560 calories, le sandwich, évidemment, le meilleur de chez Subway, la moitié du Big Mac, et c'est comme ça que je suis devenu la moitié de mon ancien poids.
Et alors là où ça devient assez intéressant, c'est que par derrière, il y a eu beaucoup de pubs en disant bah, c'est OK, vous avez mangé Subway, donc on peut y aller et hop, allègrement le pot de glace directement au pot, vous mangez les cookies directement du paquet. Et donc cette idée de dire que si c'est bon pour vous, on peut en manger plus. Et donc la question qui est intéressante derrière ici, c'est que comment est-ce qu'on comprend en tant que consommateur? Ce qui nous intéresse en marketing, ce n'est pas simplement de savoir si réellement le produit est allégé ou si réellement les oméga 3 ça fonctionne, c'est s'intéresser à savoir comment le consommateur va comprendre ça. Et l'idée toute simple de toutes ces études qu'on a réalisées, c'est de dire qu'en tant que consommateur, on a une vision un peu binaire, un peu simple, mais ce qui est tout à fait logique d'ailleurs de l'alimentation. En gros, le monde se partage en deux. À gauche, ce qui n'est pas bon, à droite, ce qui est bon. Et alors, on voit ici, c'est ce qu'on on apprend dans les écoles, c'est l'industrie des régimes, c'est ce qu'il nous dit, mangez ceci, ne mangez pas cela. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, on voit ici, qu'est-ce qu'on a dans la colonne de gauche, okay? Bonbons, chocolat, fast-food, glace, tout ce qui est bon, en gros. Et à droite, on a salade, tomates, carottes, brocolis, tout ce qui n'est pas bon, et que peut-être la maîtresse voudrait nous faire manger, mais qu'en tant qu'enfant, en tout cas les miens, ce n'est pas gagné d'avance. Donc, évidemment que ça a un sens de comparer, d'avoir une représentation binaire, dichotomique, mais là où ça devient intéressant et, à mon avis, plus problématique, c'est que finalement, cet accent sur la qualité fait oublier la quantité. Or, évidemment, les deux sont importants. Je ne suis pas le premier, évidemment, à le dire, mais il y a énormément d'études qui montrent que, finalement, si le produit est catégorisé bon ou mauvais, suivant sur la base de pas grand-chose. Il suffit de dire qu'on est allégé, on a des oméga 3 ou on est antioxydant, etc., pour une partie des gens, ça soit suffisant pour qu'on le catalogue comme bon pour la santé. Et qu'il y a un glissement entre allégé en matière grasse à ne fait pas grossir, ou contient moins de calories. Une de mes études préférées là-dessus, de Hawkes, a demandé, il faut faire attention à la question précise, a demandé, à votre avis, essayez d'évaluer d'une échelle de 1 à 5, peu importe, si vous mangez ces aliments, il y avait toute une liste d'aliments, une fois par jour quand vous avez faim, est-ce que ça va vous faire grossir ou pas? Et donc, par exemple, parmi les 20 aliments, il y a un mini sneaker, donc pas bon, ok, méchant, big food, etc. De l'autre côté, on a du fromage frais allégé, d'ailleurs, avec 3 carottes et 3 poires. Donc, une combinaison d'aliments plutôt bons pour la santé, en théorie. Et donc, la plupart des gens donnaient un score plus élevé au mini sneaker. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'un mini sneaker, c'est quand même vraiment mini. Hein. Donc, c'est 47 calories. Alors que là, une cup de cottage cheese avec 3 carottes et 3 poires, il y a quand même 10 fois plus de calories. Beaucoup plus de glucides et même 3 fois plus de lipides. Donc vraiment, il y a ce côté, cette focalisation sur bon, pas bon, qui fait oublier que derrière, la quantité, ça joue. Et on sait très bien, par beaucoup de travaux, Rosin, Fischler, etc., que par exemple, une des explications du French Paradox, c'est pas forcément le vin, mais c'est tout simplement que même si c'est plus gras qu'on mange, on en mange moins. Alors là où ça se complique, c'est que souvent en marketing, on ne peut pas dire qu'il va y avoir un effet évident pour tout le monde. Quand on dit c'est bon pour la santé, d'ailleurs on a vu des exemples juste avant, il y a une partie de la population qui a fait un rejet en disant si c'est bon pour la santé, c'est forcément que quelque part c'est moins bon, donc notamment sur le goût. Et le goût, c'est quand même l'argument numéro 1, je ne vais pas dire 95% comme Jerry Zaltman, mais quand même de nos choix alimentaires, c'est le plaisir au moindre coût. Et donc, notamment chez les hommes jeunes qui ne font pas attention qui n'ont pas de problème de prise de perte de poids, etc. Si c'est une marque inconnue, quand vous dit c'est bon pour la santé, si c'est un aliment qui est fait pour être un aliment plaisir, bon, l'alléger sur de la glace, ça n'a pas trop d'intérêt, puisqu'on est là justement pour se faire plaisir. Mais là où ça devient intéressant, c'est que quand même globalement, une fois que l'aliment est devant vous, ce qui est très différent, il faut vraiment distinguer la décision d'achat dans le magasin et la décision de consommation. Mais quelqu'un d'autre a fait les courses pour vous, il est devant la table. Si c'est une marque connue et qu'en plus elle est allégée, on se dit chouette, je vais pouvoir en manger plus sans risque de grossir. Ou alors il y a d'autres aspects même un peu plus compliqués, on va se dire, c'est ça qui est intéressant. Les gens disent si c'est allégé, c'est moins bon goût. Et pourquoi ils en mangent plus alors? Parce qu'ils font aussi cette idée que si c'est allégé, c'est plus dilué. Ça va être moins intense, et donc ce café allégé en caféine dont on parlait tout à l'heure, on se dit, oula, mais je vais en prendre plus pour avoir ma dose de caféine sans laquelle je ne peux pas vivre. Et donc, on a vu, d'ailleurs, au niveau, avec des études en imagerie magnétique, etc., qu'il y a vraiment des attentes qui sont fortes par ces bénéfices nutritionnels et de santé,
qui opère sur les attentes et également sur l'expérience. Parce que bon, ce sont des aliments qui sont tous globalement bons. Si on vous dit il est bio, on a vu ça d'ailleurs dans la présentation de Sadi Lalou, si il est génétiquement modifié, on va vraiment trouver qu'effectivement il a un goût bizarre. Donc il y a cet ensemble d'effets, mais si une fois que l'on a l'aliment devant nous et qu'en plus il est d'une marque connue, nous on a trouvé des effets quand même assez impressionnants. On donnait, par exemple, dans ce cas-ci, c'était du muesli granola. Dans un cinéma comme aujourd'hui, si vous voulez, on distribuait, pour le coup c'était gratuit, mais pas toujours, un sac avec des granolas. Et soit il y avait marqué classique, traditionnel, soit il était indiqué allégé en matière grasse. Alors ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a une augmentation assez énorme de la consommation, ça c'est en nombre de calories, juste pour une occasion de consommation. Mais là, oui, c'est un phénomène qu'on retrouve tout le temps, c'est qu'il n'y a pas du tout d'augmentation correspondante au niveau de la perception. Et c'est là que ça devient intéressant au niveau des politiques publiques, puisque si on se dit, si les gens s'étaient rendus compte qu'ils avaient consommé beaucoup plus, a priori, après tout, c'est leur choix, d'accord ? Mais là, il y a vraiment une déconnexion entre ce qu'ils ont réellement fait et ce qu'ils ont pensé avoir fait. Et donc, on a cet effet dans tout un tas d'études. Mon étude préférée, certains d'entre vous l'ont déjà vu, Alex Cherneff à Kellogg. Il a demandé à 3 groupes de consommateurs identiques, évidemment, d'estimer pour le premier groupe le nombre de calories dans un cheeseburger. La moyenne, c'était à peu près 600. D'ailleurs, une petite surestimation. Il ne faut pas croire qu'on sous-estime tout le temps, d'ailleurs, le nombre de calories. Cheeseburger, mauvais, donc on pense qu'il y en a plus qu'il y en a. L'autre groupe avait, pour le coup, une salade de céleri et carottes. Bon, là, clairement, c'est bon. Donc, d'ailleurs, une sous-estimation. Enfin bref, on rajoute le cheeseburger et les carottes, on arrive à un total de 686 calories. Et là, ça devient intéressant, c'est qu'il y avait un troisième groupe qui devait estimer le nombre de calories du combo cheeseburger plus salade. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'estimation moyenne du nombre de calories du cheeseburger plus salade était de 511. C'est-à-dire moindre que le cheeseburger tout seul. Et donc, on a cet effet fantastique que de rajouter les carottes aspire les calories du cheeseburger. À noter. Et ce n'est pas uniquement le cheeseburger et les carottes. Nous, on l'a répliqué en France avec... on avait utilisé un kebab et des raisins. La cerise sur le gâteau. La cerise aspire la crème du gâteau. Et on a inventé cette idée géniale des calories négatives. Alors, d'où ça vient ? Eh bien, ça vient justement de cette approche binaire qualitative qui est de dire, OK, burger, mauvais, salade, bon, donc en moyenne, c'est meilleur. Sauf que les calories, ce n'est pas une moyenne, hein, c'est une addition. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour réduire cet effet, même carrément l'éliminer ? C'est simplement, de manière assez même subtile, faire penser aux gens à la quantité et pas qu'à la qualité. Par exemple, on leur demandait de classer différentes portions par ordre de taille. Ça faisait penser que oui, la quantité, ça joue aussi. Et là, l'effet disparaissait. Donc, quelles sont les solutions ? Une partie des solutions, clairement, je pense, c'est l'étiquetage nutritionnel. D'ailleurs, ce n'est pas vrai que ça ne marche pas. On aura peut-être l'occasion d'en parler après. L'étude chez Starbucks a montré, pourtant sur des dizaines de milliers d'achats, qu'il y avait une diminution de 6% des calories vendues. Pourquoi ? Les gens continuaient à acheter leur double mochaccino à 600 calories, mais par contre, ils faisaient l'impasse sur le cookies. Et que ça pouvait d'ailleurs même... Bon, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Les hommes jeunes, etc., qui veulent se muscler, ou ceux qui savaient déjà qu'il y avait beaucoup de calories, forcément, il n'y a pas d'effet. Mais en moyenne, il y avait quand même un effet quand il y a une surprise. Et il peut y avoir vraiment des grosses surprises sur les calories. Et donc, cette idée générale qui, moi, me plaît bien, c'est de dire, c'est bien à choisir marque A, marque B, mais il faut quand même aussi réfléchir à la quantité. D'ailleurs, dans une autre étude, toujours avec Brian Wansink, on avait donné aux gens soit un bon pour un Big Mac, OK, Big Mac mauvais, soit un sandwich Subway, surtout aux États-Unis, qui est vraiment, parce que c'est des ingrédients frais, etc., c'est positionné comme bon pour la santé, fait maigrir comme on a vu. Mais il se trouve que tout n'est pas bon pour la santé. Là, j'ai vu dans le métro en venant Subway raclette. Bon, à mon avis, celui-là, il en a des calories. Okay, mais là, c'était un Subway foot-long, 30 cm BMT, qui est en fait 900 calories, c'est-à-dire 50% de plus que le Big Mac, quand même. Hein. Et on demandait aux gens, OK, voilà le bon, choisissez ce que vous voulez comme boisson et comme cookies. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des calories réelles, les gens à qui on avait donné un Big Mac, ils ont été très raisonnables. Ils ont rajouté que 48 calories
de boissons, c'est-à-dire souvent ils ont pris une boisson sans sucre. Alors que ceux qui avaient eu un sandwich qui était pourtant 50% plus élevé, mais à cause de cet effet de halo, à cause du positionnement santé de Subway, ils y sont allés allègrement, ils ont rajouté 111 calories, c'est-à-dire en prenant souvent une boisson classique. Et là où ça devient vraiment pervers et à mon avis pernicieux, c'est que lorsqu'on demandait aux gens d'estimer la taille du repas qu'ils avaient choisi, voilà l'effet. Donc exactement l'inverse. Et en fait, les gens avec qui on avait donné un bon pour Big Mac, en fait, ils savaient que c'était mal, en gros, ce qu'ils avaient fait. Et donc, ils étaient assez proches, des fois surestimés, hein, en moyenne, hein, ça c'est la moyenne. Par contre, les gens à qui on avait donné un sandwich Subway, non seulement ils avaient un repas qui faisait 50% de plus de calories, mais ils pensaient que leur repas contenait moins. Et donc, c'est clair qu'après, derrière, ils auraient été plus sensibles à un milkshake, un cookies, ou peu importe. Donc voilà, ça c'est le premier thème, c'est vraiment ces allégations de santé. Ce qui ne veut pas dire effectivement qu'il ne faut pas offrir des produits avec moins de gras, moins de sucre, etc., mais qui pose toujours cette question de l'information. Est-ce que forcément c'est une bonne idée de l'annoncer? Comment l'annoncer sans qu'il y ait d'effets pervers? Est-ce que c'est la responsabilité d'ailleurs de l'industriel? De dire, moi j'ai un produit qui est allégé en sel, si les gens derrière rajoutent du sel, est-ce que c'est ma faute? Ça c'est peut-être une question pour laquelle dont on pourra débattre. Alors l'autre aspect, toujours lié au packaging, qui est énorme, c'est le cas de le dire, et c'est là que vous allez voir un slide que Pierre m'avait piqué, c'est clairement l'augmentation de la taille des portions. C'est un phénomène relativement récent. Le fondateur de McDo était contre au départ. Il disait, mais si les gens veulent plus de frites, ils n'ont qu'à prendre 2 paquets de frites. Okay, sans comprendre qu'en fait, il y a encore une fois la question de la quantité. Alors, si on passe une seconde à choisir le produit, à choisir la quantité, là, il y a vraiment une demi-seconde. D'ailleurs, dans les études, quand on demande aux gens, à votre avis, quel est le poids de ce produit-là, même un produit classique, hein, comme Nutella qu'on a acheté, il y a vraiment personne n'arrive même pas à nous donner un chiffre. Parce que c'est vraiment, autant on fait un peu attention au prix, autant à la quantité, là, vraiment, on regarde la taille du packaging, on regarde comment c'est décrit, est-ce que c'est un moyen, un grand, un petit, mais personne ne va vraiment regarder la quantité, d'autant plus que souvent, elle n'est même pas indiquée. Par exemple, dans les fast-foods aux États-Unis. Enfin bref, aujourd'hui, on a plusieurs choix. Et clairement, à moins d'être un enfant, ben, ça c'est pour enfants. Okay, ça, ben, si j'ai pas trop soif, et ça si j'ai soif et je veux payer moins cher. Et on oublie en fait que ces références sont plus du tout celles qu'elles étaient. Bon, je ne me considère pas très vieux, mais je me souviens qu'à l'époque, quand on était jeune, on demandait un coca avec mon frère, jusqu'à la dernière goutte, on regardait 19 centilitres pour le coca, c'était 21 pour l'orangina, enfin, ça c'était un coca. Et aujourd'hui, quand on demande un coca, ça peut être beaucoup plus que cela. Et surtout, on a perdu un repère de qu'est-ce qu'est une portion normale. Pourquoi? Parce que dans les acteurs, on va dire, je ne sais pas si c'est au niveau institutionnel ou ailleurs, clairement, il faut prendre en compte l'intérêt de l'industriel ou d'ailleurs du restaurant. C'est que la plus grande partie des frais pour un restaurant, c'est les frais fixes. Okay, c'est l'emplacement, c'est payer les employés, etc. Le coût de la matière première pour le coca ou le popcorn, il est très minime. Une fois qu'on a les gens dans le restaurant, on a tout intérêt à aller faire acheter une portion supérieure. Ça coûtera beaucoup moins cher et ça permettra d'augmenter la rentabilité. Et une fois qu'on a compris cette logique et qu'on sait aussi que le consommateur est tout à fait d'accord, puisque ça permet de réduire le prix au litre, et que finalement on ne sait pas tellement combien c'est un coca normal, mais on comprend qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter, et que d'ailleurs il y a des différences d'un pays à l'autre. Ça, ce n'était pas dans la diapo que vous avez vue au début de journée. Un coca moyen chez McDonald's, chez les mêmes aux États-Unis, okay, il est plus grand qu'un grand coca en France. Okay. Sauf que quand on va aux États-Unis, on veut un moyen. Donc, voilà. Et puis on ne se rend même pas compte, puis comme c'est bon et pas cher, on le consomme. Et puis évidemment, donc ça c'est chez les magasins de proximité. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils sont réduits un petit peu maintenant. Il ne fait plus 64 onces, mais 52, parce qu'ils ne tenaient pas dans les cup holders. Okay, et puis aussi parce que le prix du plastique devenait prohibitif, parce que c'est vraiment ça qui coûte cher. Mais c'est clair que s'il y a des innovations technologiques, on arrivera rapidement à quelque chose qui ressemble à ça. Okay, et vous aurez dit, vous l'avez vu ici en premier, je devrais déposer la marque. Donc, il y a une augmentation des quantités, et clairement, comme on n'a pas vraiment d'idée de combien on veut consommer, on raisonne en relatif, et d'où ces effets de gamme. Et des études qui ont montré cela, bon, c'était connu dans d'autres catégories, mais là, ça a été fait, par exemple, avec les tailles des gobelets. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si vous avez une offre comme celle-ci, qui est petit, moyen, grand, extra large, okay, et même si on donne aux gens l'information sur la quantité, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs. Hein. Sur le Double Gulp, c'est indiqué nulle part la quantité. Okay.
Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui avaient pour habitude de choisir le petit, ils vont prendre le nouveau petit, parce qu'ils ont quand même envie d'avoir une boisson. Ce qui est surtout intéressant, c'est ceux qui choisissaient celui de 16 ounces, donc qui fait 47 centilitres quand même. 47 centilitres, c'est quand même pas rien. C'est la limite supérieure d'ailleurs de Bloomberg. Si ces gens-là voulaient réellement 47 centilitres de coca ou d'une autre boisson, il n'y a pas de raison que la suppression du petite boisson change quoi que ce soit. En réalité, comme ce n'est pas 47 centilitres qu'ils voulaient, mais un moyen, il y a une partie non négligeable, 33%, qui va aller vers le nouveau moyen, c'est-à-dire 21 centilitres. Et donc là, on a une augmentation clairement du nombre de calories, pas forcément voulue, pas forcément, sans forcément une perception que c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les quantités ne sont pas indiquées, les dénominations ne veulent rien dire. Ça, c'est un extra large, maxi portion. Ça peut aller de 64 à 44, donc 50% de plus. On change les appellations, il n'y a pas du tout de règles là ici. On sait bien que chez Starbucks, un petit s'appelle un grand. Ici c'est Tim Hortons, c'est au Canada. L'extra large, ils l'ont appelé large. Donc clairement, ça a été montré. Si on vous dit la même portion et c'est un moyen au lieu d'être un grand, on va avoir plus de chances de la consommer. Une frite moyenne chez McDo aux États-Unis, c'est la même taille qu'une frite petite chez Burger King. Burger King qui a quand même été excellent, puisque après Super Size Me, comme toute l'industrie a été attaquée, McDonald's en fait a réduit la taille de la maxi portion, qui était plus disponible de manière systématique. Burger King a dit qu'il l'avait enlevé aussi, ce qui veut dire qu'en fait il avait juste rebaptisé. Elle existait toujours, mais au lieu de s'appeler King Size, ça s'appelait Value Size ou quelque chose comme ça. Donc, ça existe en France aussi, on a une augmentation de la taille des portions, pas forcément d'ailleurs que sur les boissons, mais aussi sur les pizzas, les frites, etc. Et on sait que cette augmentation de la taille des portions, elle a un impact. Alors, bon, on est censé s'autoréguler, mais enfin quand même, Barbara Rolls a montré dans une dizaine d'études avec plein de produits différents. Et ici, ce qui me plaît dans celle-ci, c'est que sur 11 jours, quand même, ici je vous montrer les résultats pour les femmes, donc 2 tailles de portions, une supérieure de 50% à la taille, on va dire, classique. Résultat, plus de 420 calories par jour pendant 11 jours. Quand on sait que 10 calories par jour de trop, ça fait 1,5 livre en 3 ans, ce qui est la nouvelle norme. On voit quand même que là, c'est quand même une consommation importante. Et comme vous voyez, il n'y a pas vraiment d'apprentissage, ou en tout cas sur ces 11 jours-là, ça continue vraiment sans prise de conscience finalement qu'on consomme beaucoup plus. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'on est si sensible à la taille des portions? Alors d'une part parce que les mécanismes physiologiques qui devraient nous dire ça y est, on est rassasié. Une fois que les enfants ont plus de 3 à 5 ans, ils ont été, comme je vais dire en français, il y a eu un shortcut, un bypass, c'est-à-dire que maintenant il y aura cet aspect visuel, notamment, qui va avoir plus d'impact que sur l'aspect est-ce que j'ai l'estomac bien plein. Et on mange réellement avec les yeux, ça c'est la primauté du visuel. Brian Wansink l'a fait, mais j'ai appris que ça avait été fait bien avant lui dans les années 70. Ici, on le voit en train de démontrer son idée qui lui a valu le prix, pas Nobel, mais Ig Nobel, qui sont les prix des recherches qui nous font rire et nous font réfléchir. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un bol de soupe ici, qui était relié par un tube à une grande soupière. Ce qui fait que par le principe des vases communicants, les consommateurs qui mangeaient la soupe à la cuillère, le niveau ne diminuait pas, sans s'en rendre compte. Et donc, quel était l'effet? Ici, on voit avec un bol classique, et ici, la consommation avec un bol à niveau constant. Et je rappelle qu'il s'agit de soupe, donc il ne s'agit pas forcément de popcorn. Ils sont passés de mémoire de 25 à 44 centilitres, plus de 78% d'augmentation. Parce que finalement, on arrête de manger quand il n'y en a plus, quand le niveau a diminué, quand la télé, le programme s'est arrêté, quand l'heure est passée. Et le contenant a une importance très importante ici dans cette décision de s'arrêter ou pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement les portions augmentent, non seulement les portions nous font consommer davantage, mais il y a aussi un problème d'asymétrie important, puisque le producteur, le distributeur, etc., lui, il connaît la taille des portions. Mais nous, en tant que consommateurs, non seulement on ne la connaît pas, en partie notre faute parce qu'on ne fait pas attention, en partie parce que ce n'est pas indiqué, et en partie parce qu'il y a vraiment un biais, une illusion d'optique, un biais visuel qui est extrêmement fort, que j'ai étudié de plein de façons différentes. Mais si vous voulez, l'idée de base, c'est d'avoir, si vous voulez, ici dans l'axe des abscisses, la taille réelle, que ce soit en calories, en grammes, peu importe,
de repas ou d'emballage. Et ici, la taille perçue. Et donc, on pourrait imaginer, bon, évidemment, il y aura des gens qui vont être au-dessus, en dessous de la réalité, mais que si l'estimation n'était pas biaisée, elle devrait suivre une droite à 45 degrés. Or, ce qui se passe, c'est que la perception de l'augmentation des quantités est très fortement non linéaire. Okay. C'est quelque chose qui est connu depuis Jean-Baptiste Plateau, un belge physicien au XIXe siècle. La perception, que ce soit de la quantité, du poids, de la luminosité, si on met une ampoule dans une grande pièce noire comme celle-ci, elle va apporter un peu de lumière. La deuxième en apportera mais moins, et quand il y en aura 1000, on ne fera plus d'effet. Okay. C'est exactement la même chose ici. On a une courbe qui n'est pas linéaire, qui suit une fonction, on va dire, de racine carrée pour simplifier. Ce qui fait que lorsqu'on double la quantité, ça n'a pas l'air 2 fois plus grand. Ça a l'air 50, 70% plus grand. Et ce qui entraîne une énorme sous-estimation de la taille des grandes portions. Okay. Pour un repas de 1500 calories, l'estimation va être à peu près de 750 calories. Autre aspect intéressant, on fait tous la même erreur. Donc là, on voit en bleu et en rouge les répondants qui étaient avec un poids normal et en surpoids. Et c'était très intéressant pour nous parce qu'on pouvait imaginer que, bon, peut-être que les gens qui sont en surpoids, une des raisons de leur obésité, c'est justement qu'ils ont du mal à estimer les portions. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on est tous sur la même courbe. Okay. Ce qui se passe, c'est que dans cette étude, les gens en surpoids avaient tendance à commander des repas plus importants. Donc la médiane du repas de fast-food était de 1000 calories. Alors que les gens à poids normal avaient une médiane à peu près à 700 calories. Donc les gens qui sont en surpoids sont vers la droite de la courbe. Là où finalement les erreurs sont les plus fortes. Mais à repas égal, aucune différence. Comme on a dit dans l'article qu'on a publié, c'est meal size, not body size. La taille du repas, pas la taille de l'individu, qui explique les biais dans l'estimation des proportions. On revient vraiment ici au, je ne vais pas dire cerveau reptilien, mais ça y est, je l'ai dit, à ces biais visuels. D'ailleurs, Daniel Kahneman lui-même était un psychologue cognitif de la vision au départ, qui ne sont pas liés forcément à la culture ou quoi que ce soit, qui sont vraiment liés au fait que nos yeux ne sont pas très bons en géométrie. Et ça s'applique d'ailleurs à beaucoup de niveaux différents. Je vais avancer parce que là, je pense que je vais conclure. Juste pour vous montrer qu'on a le même effet lorsqu'on montre des emballages et pas uniquement, quelle que soit leur forme, surtout lorsqu'il s'agit d'emballages qui augmentent pas uniquement en une seule dimension, en hauteur, mais en plusieurs dimensions. Dans ce cas-ci, là, on le voit, je n'ai même pas besoin de vous montrer les données, on sous-estime beaucoup plus l'augmentation des quantités que lorsque c'est un problème simple avec une seule dimension. Et la bonne nouvelle, j'ai terminé là-dessus, c'est qu'une fois qu'on comprend ces biais de perception, on peut aussi les utiliser pour inciter, nudge, coup de pouce, finalement les gens à choisir une portion plus faible, qui est à mon avis un des rares domaines où il peut y avoir vraiment une convergence entre les objectifs de santé publique et les objectifs des industriels, qui ne sont pas là pour nous faire grossir, mais pour gagner de l'argent. Et donc, un exemple, je terminerai là-dessus. On avait fait ça aussi sur des bougies, mais on l'a fait avec beaucoup d'autres produits. On a à gauche une bougie, on dit aux gens, elle fait 880 grammes. À votre avis, quel est le poids de cette-ci? Je ne sais pas si ça se voit trop, mais on a juste ici réduit la hauteur. Donc, c'est assez facile à voir. Ici, on a allongé la bougie. Donc, on a augmenté de plus de 100% la hauteur et réduit très fortement la base. Comme ces biais de perception sont de telle sorte qu'on est sensible, si vous voulez, à la surface du produit, plus qu'à son volume réel ou à sa taille réelle. Voilà les effets. Je vais vous les dire mémoralement. En gros, ici, lorsqu'on réduisait de 24%, impeccable. Les gens avaient une perception parfaite. Ils pensaient qu'on avait réduit de 20 à 22%. Ici, lorsqu'on a réduit de 24%, même lorsque les gens pouvaient sous-peser la bougie, ils pensaient qu'on avait réduit de 2 à 8%. Donc, c'est quelque chose qu'on a appliqué ici, par exemple, en collaboration avec un industriel. On a 4 paquets. Il y en a un qui fait 8 livres et les 3 autres font 5. À votre avis, lequel fait 8? Hop, c'est celui-là. Ceci, en fait, ça, c'est une réduction bête et méchante. On a juste réduit la hauteur. Ça se voit, c'est pas accepté. Ici, on a allongé l'objet, soit en hauteur, soit en largeur. Du coup, au niveau des préférences, il était, par rapport aux concurrents, plutôt apprécié.
Je passe là-dessus puisque je suis en retard et je termine en vous disant que si vous en voulez en savoir plus, voici deux articles que j'ai écrits en français, celui-là plus récent, plus global en anglais. Et je vous remercie de votre attention et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Bien, pour se mettre en appétit, on va passer maintenant à la discussion et je vais demander à tous les intervenants de venir sur l'estrade pour pouvoir aborder la discussion. Bien, donc la parole est à vous. J'avais une question sur le modèle économique des industriels. Pourquoi ils augmentent la taille des portions? Quel est le modèle économique? Parce qu'ils n'augmentent pas proportionnellement le prix. Quel est l'intérêt de faire consommer plus, en fait? C'est une question stupide et naïve. Mais... Comme c'est plus rentable, sinon ils ne le feraient pas. Et là où ça devient un peu compliqué, c'est non seulement il y a l'explication des coûts fixes, qui fait que voilà, c'est pas de rajouter quelques grammes, moi je ne parle pas de caviar, hein, mais de produits bon marché qui vont coûter tant que cela. Mais en plus, il y a deux segments de consommateurs. Pour simplifier, des gens qui vont faire attention à leur poids et qui sont plutôt, on va dire, avec un pouvoir d'achat élevé. En fait, on a intérêt en tant que producteur à offrir un prix assez élevé sur la petite portion, qui seront prêts à payer, ce qui permet en fait d'offrir un prix moindre sur la grande portion pour les gens qui font moins attention à leur poids et qui ont souvent moins un pouvoir d'achat faible. C'est la même raison pour laquelle il y a une baisse du prix lorsqu'on achète des cigarettes en ramette plutôt que de l'acheter toute seule, etc. Donc il y a réellement un avantage qui est assez important. Ceci dit, il n'est pas toujours évident. On voit aussi que, comme il y a des effets de seuil de prix psychologique, si on dépasse je sais pas, 1 euro par exemple, il peut y avoir un intérêt pour l'industriel à réduire la quantité pour rester en deçà de ce coût. Et il peut y avoir effectivement de temps en temps quelques domaines dans lesquels les industriels, et d'ailleurs je ne parle pas que des producteurs, mais aussi les restaurants, les distributeurs, les cantines, etc., peuvent avoir intérêt à réduire la quantité. Sauf que c'est vraiment très difficile de le faire. On a, en tant que consommateur, associé quantité et valeur économique. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, on a essayé de savoir comment on peut utiliser ces biais visuels pour faire accepter mieux une réduction de quantité. Voilà, il n'y a pas de prix réel, si vous voulez. Comme on n'est pas sur des produits qui sont des commodités avec un taux de marché, c'est décidé par l'entreprise, puisque j'ai une marque, je peux choisir de la mettre à un prix ou un autre. Mais il y a les deux qui jouent, il y a les deux. Ça coûte moins cher d'avoir une grosse portion, ne serait-ce qu'en packaging, par exemple. Et puis, je peux charger la barque sur les petites portions. Pardon, Alain Justet. Pour rester sur ce sujet, il y a aussi une approche marketing des industriels, compte tenu des problèmes de pouvoir d'achat qu'on rencontre sur un certain nombre de marchés, avec des problèmes extrêmement importants de pouvoir d'achat, une stratégie de réduire justement les doses et les packaging pour offrir aux consommateurs des produits à des prix abordables pour eux. Il y a aussi cette approche qui se développe de plus en plus, en tout cas dans les multinationales qui travaillent notamment dans les pays émergents et peut-être aussi dans certains pays non émergents. Merci, bonjour. Ma question, je pense que c'est à M. Sangler, je ne sais pas. C'est la petite bouteille qui est devant vous, qui ça m'a parlé. Je voudrais, pour apprendre à être un petit peu maligne, qu'est-ce qui amène à quelqu'un, une industrie, de changer? Parce que les bouteilles d'eau sont les bouteilles d'eau. Il y a toujours le format classique. Et là, je vois pour la première fois, au moins moi, je pense qu'un des intervenants aussi, parce que là, regardez, je ne sais pas même pas si c'était vous, c'était quelqu'un. Qu'est-ce qui fait l'objectif des industries en termes d'alimentation et tout ça, de changer une bouteille d'eau comme ça? Alors là, on va revenir sur quelque chose qui est très simple, qui est l'innovation, hein. En gros, si je suis un acteur, le but du jeu, c'est, si je suis un industriel, c'est de faire de la croissance, et je vais essayer d'attirer l'attention des consommateurs au travers de nouveautés
en essayant de jouer sur des facteurs qui sont susceptibles d'influencer un segment de la population pour lequel ça sera intéressant et donc rentable pour moi en tant que fabricant. Mais là, on est au contraire de ce qu'on vient de dire. Là. Oui, mais moi je crois beaucoup, on est multiples. Le marketing, c'est d'abord de la segmentation, c'est-à-dire comprendre qu'on est multiple et que chacun peut avoir des envies différentes. Si j'ai une grande famille, peut-être qu'un grand format familial économique, ça m'intéresse de la même manière que parce qu'on est de plus en plus nomade dans la consommation, on a besoin aussi de petits formats. Là, en l'occurrence, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé, alors je ne connais ni l'acteur et je n'ai pas travaillé du tout là-dessus, mais en gros, je pense qu'ils ont joué sur l'esthétique et le marché de l'eau est juste très intéressant pour ça, parce qu'on vend de l'eau. Pourtant, Evian, beaucoup plus cher que Cristalline, même s'il n'est plus leader, tous les jours, il continue à vendre de l'eau. Donc là, le marketing doit être assez fort pour faire consommer de l'eau, et c'est souvent, au-delà du produit, un service qui peut être un format, qui peut être une forme de bouteille, qui peut être pourquoi j'ai gravé les montagnes d'Evian sur la bouteille d'Evian, parce que ça contribue au plaisir de l'expérience non seulement de conso, mais l'expérience globale avec la marque Evian. Et les bébés, regardez le succès de la campagne. Donc, si je peux... C'est tout à fait juste. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que ce n'est pas le consommateur qui a acheté ces bouteilles-là, c'est l'organisateur de la conférence. Hein, donc qui permet de montrer qu'ici, c'est une conférence de très bon niveau et très agréable. Non, mais c'est pas la petite bouteille ordinaire. Il y a... D'ailleurs, il y a un aspect assez intéressant qui est que ces bouteilles sphériques, elles ont un avantage, c'est qu'elles permettent de réduire le coût du matériel, puisqu'en fait, la sphère est la forme qui a le meilleur ratio volume sur surface. Et donc, là où par contre c'est intéressant, et c'est tout le dilemme du marketing, c'est qu'au niveau de la perception, oui, une bouteille comme ça sphérique, elle a l'air de contenir beaucoup moins qu'une bouteille allongée à la Red Bull. Bah. Et donc, après, on essaye de combiner évidemment les deux aspects, mais au niveau effectivement symbolique, il reste qu'au niveau attention, d'ailleurs on n'arrête pas d'en parler, c'est une réussite. Moi, j'avais une question pour Pierre. Est-ce que la meilleure justification des interventions publiques, c'est pas de faire un contrepoids à toutes les interventions du marketing? Est-ce que c'est pas ça la justification moins théorique de base? Oui, bah déjà je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est que de toute façon, quelqu'un va choisir. Quelqu'un va concevoir le design, l'environnement dans lequel nous allons tous choisir. Et soit on ne se pose pas la question, soit on la rend explicite. Ce que Pierre Chandon a bien montré, c'est que la tendance, c'est plutôt maintenant finalement d'être plus discret sur les modifications qu'on fait, de façon à ce qu'elles soient moins visibles. Et on en a vu deux très bons exemples. Donc, à mon avis, c'est une motivation supplémentaire pour faire en sorte qu'on rende les choix plus explicites. Et deuxième chose, ça permet quand même de critiquer aussi la position qui dit c'est pas bien d'essayer de modifier le comportement, etc. Tout le monde sait qu'on cherche à modifier le comportement. Maintenant, il faut avoir des arguments solides des deux côtés pour savoir. D'un côté, on nous dit l'argument, c'est on va vendre plus. Bon, c'est assez clair et tout le monde peut le comprendre. Maintenant, en face, il faut avoir des arguments qui soient aussi solides. C'est-à-dire, il faut que ça soit aussi incontestable, et il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas de ce point de vue-là à changer et le comportement des individus, mais aussi le comportement des entreprises, si elles considèrent qu'on va les juger de plus en plus mal si elles continuent à agir de cette façon-là. Je voudrais juste compléter, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que je pense aussi, c'est que le marketing bien fait, c'est pas un marketing court terme. C'est un marketing, je veux vendre plus, c'est une certitude, mais je veux vendre plus durablement. Et là, en tant qu'entreprise, je dirais la morale rejoint l'efficacité. C'est-à-dire, si je veux vendre plus durablement, j'ai intérêt à être une entreprise citoyenne qui prend soin de mes consommateurs. Oui, Pierre-Martin Privat. Là, vous parlez du marché de la GMS, mais quand on parle du marché d'Internet, comment ça va se passer? Parce qu'on ne peut pas non plus avoir des allégations sur Internet. Comment on va contrôler tout ça?
et au niveau des conceptions d'emballage? C'est un de mes dadas en ce moment, ça. Je pense que la prochaine étape importante, ça va être l'étiquetage numérique et l'accès à une info. Alors l'étiquetage numérique, ça veut dire que pour un produit, vous allez avoir accès directement à toute l'information sur le produit. Aujourd'hui, on est limité par la taille des emballages. D'un côté, pour des raisons de durabilité, on veut réduire cette taille, ou on veut mettre en avant des choses qui vont plus facilement pousser le consommateur vers le produit. Et en même temps, on a tous, en tant que consommateurs, et les pouvoirs publics aussi, l'exigence de demander toute l'information, c'est non seulement la recette, la composition nutritionnelle, le nombre de calories, l'origine du produit, les aspects éthiques, l'impact environnemental, etc. Donc tout ça, ça ne va pas tenir sur le produit. Donc il va falloir que ce soit dans des bases de données où vous trouverez cette information. Ces bases de données commencent à exister. On en fait une avec la Direction générale de l'alimentation, le ministère de la Santé, qui s'appelle Ocali, dont vous avez peut-être entendu parler, où on met toutes les caractéristiques des produits. Les distributeurs font la même chose. Et la question qui vient ensuite, on l'a évoqué aussi, c'est la surcharge informationnelle. Qu'est-ce que je fais avec toute cette information? C'est beaucoup trop. Donc il faut trier. Et là aussi, les solutions commencent à apparaître. C'est que sur Internet, vous trouvez des sites. Il y en a un qui s'appelle Megoo, tout attaché, jetez-y un coup d'œil, qui vous propose des filtres à la demande. C'est-à-dire de dire, bon, mettez vos critères de choix. Je veux que mon produit soit pauvre en lipides, fabriqué dans de bonnes conditions éthiques, et que les orang-outans qui pâtissent de la disparition de la forêt tropicale soient préservés. Donc vous mettez ces 3 critères et vous scannez une base de données de dizaines de milliers de produits. Vous voyez tous les produits qui s'affichent, qui correspondent à ce que vous avez choisi. En plus, comme vous l'avez très bien dit, je cherchais à gagner du temps, vous n'allez pas regarder cette information en détail tout le temps. Donc vous pouvez choisir aussi le mode d'affichage, c'est-à-dire que sur votre téléphone, vous allez dire, quand je passe devant un produit qui a les caractéristiques que je veux une pastille verte, sinon rouge. Et donc tous les débats qu'on a eus sur les profils nutritionnels, est-ce qu'il faut mettre des feux rouges, tout ça, vont disparaître instantanément. Donc aujourd'hui, les 2 enjeux, c'est 1, qui fabrique et contrôle la base de données dans laquelle il y a l'information, 2, qu'est-ce qu'on fait avec les filtres qui vont se mettre par-dessus pour faire les choix? Et du coup, est-ce que les gens vont continuer à aller dans les supermarchés ou pas? Ils iront pour certains produits, ceux qui veulent un peu toucher, voir les nouveautés, etc. Mais pour d'autres, j'imagine que ce sera plus facile de faire des choix a priori. Pour les comportementalistes, c'est intéressant parce que vous pourrez faire des choix à froid, du coup, et non pas à chaud. Mais ça va ouvrir tout un débat extrêmement important. Et donc, je pense que pour l'instant, on ne sait pas répondre à la question, mais en tout cas, les enjeux, à mon avis, sont majeurs. Oui, bonjour Serge Michel. J'ai juste une petite remarque et une question. On demandait tout à l'heure pourquoi les industriels mettent plus de produits. C'est simplement parce que c'est la meilleure affaire économique pour le consommateur. C'est ce qui coûte le moins cher à l'industriel et c'est ce qui permet de donner le plus de produits. Et je pense qu'il faut vraiment distinguer l'augmentation de la portion de la quantité globale de produits. C'est-à-dire qu'on peut rajouter 2 produits quand ils sont portionnés. Je ne suis pas sûr que ça soit un problème pour le consommateur. C'est-à-dire que si on met 8 yaourts pour le prix de 6, ça ne change pas forcément le comportement du consommateur et c'est moins gênant que d'augmenter la taille d'un gobelet. Ma question, elle était pour Sadi, je pense pour Sadi Lalou. Sur la question, on a très peu parlé des questions de différenciation sociale ce matin. Or, on sait que c'est un moteur important dans le comportement. Et en faisant en sorte que, on va dire, le modèle nutritionnel soit le modèle des classes plutôt favorisées, est-ce qu'on n'a pas tué toute possibilité de changement du comportement chez les gens moins favorisés qui sont ceux aujourd'hui qui ont des problèmes d'obésité et de comportement alimentaire? Oui, c'est une. Enfin, ça a quand même été abordé un petit peu ce matin, notamment par Pierre, mais la difficulté, c'est de réussir à implémenter des habitudes, sachant qu'une partie de ces habitudes résulte de ce qui est fait dans l'espace public, et qui est fait par les offreurs ou par les gouvernements, et puis une autre du fait que les gens apprennent ces différentes habitudes, et que c'est beaucoup plus facile de travailler avec des gens qui ont envie de se préoccuper de leurs problèmes, qui ont du temps, qui ont des moyens à la fois financiers et intellectuels pour le faire, que pour des gens qui sont dans des situations où il y a des choses plus urgentes à faire que ça. C'est la vieille théorie des besoins de Maslow. Je crois qu'il y a une seule chose à garder de ce que disait Maslow, c'est que pour l'homme qui a faim, il peut penser à rien d'autre. Et donc,
en particulier pour ces populations-là, je pense que la question des politiques publiques et du nudging peut se justifier, non pas parce qu'il y a un problème éthique sur est-ce qu'on va forcer les choix des gens, mais simplement parce que les gens ne sont pas en situation de faire ce qu'ils aimeraient faire ou ce qui est bon pour eux. Et ce qu'on observe actuellement, c'est effectivement que les principales inégalités en termes de nutrition sont quand même des inégalités d'origine économique. Et ça aussi, c'est une des priorités du Fonds français pour l'alimentation. C'est quand même partie de ça, hein, cette initiative. Je me permettrais de rajouter que entre ces groupes de population, l'introduction de la temporalité dans les choix est tout à fait importante, sachant qu'il est plus facile pour les catégories aisées d'envisager un moyen long terme que pour les plus pauvres qui sont très concentrés sur le court terme. Je pense que ça a été déjà évoqué, je pense que ça sera repris également en fin de journée, mais ça pose d'autant de problèmes, quoi. C'est des choses très concrètes. Si on veut consommer des produits frais, par exemple, il faut avoir des moyens de les stocker, hein. Et si on veut acheter par exemple stocker des surgelés, ça demande d'avoir un équipement en froid négatif, ça demande d'avoir une relativement grande cuisine, ça demande d'avoir des revenus stables, ça demande de ne pas avoir de coupure d'électricité. Je veux dire, on s'adresse toujours à la fin du processus, mais c'est l'amont qu'il faut regarder. Et si c'est difficile de se procurer des produits frais et qu'on n'a pas de cuisine, enfin, je veux dire, on finit par acheter des produits où la calorie est à bas coût, hein, et ce n'est pas forcément les produits pour lesquels il y a toujours la meilleure valeur nutritionnelle. Non, mais parce que la première chose à faire, il faut considérer des marchés différents. On n'a pas du tout le même type de problématique. Je pense à l'huile de palme, par exemple. On n'a pas du tout le même type de problématique ici ou dans des pays en développement où la première chose à faire, c'est déjà de permettre aux gens de manger et d'avoir une eau propre, hein. Bon, alors, une fois que ces problèmes-là sont réglés, on peut commencer à s'intéresser à d'autres problèmes. Et très souvent, les questions qui sont traitées au niveau nutritionnel sont des questions qui ne devraient pas être traitées au niveau nutritionnel, mais qui devraient être traitées au niveau des conditions de vie et de l'activité. La première chose à faire, c'est peut-être de faire bouger ces gens-là au lieu qu'ils passent leur journée devant la télé. Bon, parce qu'il y avait eu des expériences qui consistaient à faire manger des régimes totalement contraires aux indications avec des lipides en quantité faramineuse, mais on faisait manger ça à des jeunes, des soldats en fait, qu'on chargeait de sacs de pierre et qu'on faisait courir. Ils étaient dans un état physiologique absolument parfait, hein. Donc la vraie question, c'est de regarder l'ensemble du mode de vie, la sédentarité et tout ça. C'est des choses qu'il faudrait adresser avant même d'essayer de faire des suppléments vitaminiques. Et oui, tu as tout à fait raison. Il faut d'abord essayer de savoir quels sont les problèmes importants auxquels on s'adresse, essayer de voir où les gens veulent aller, dans quelle mesure ils peuvent le faire, essayer de leur donner les moyens de s'aider eux-mêmes pour faire ces choses-là. Oui, merci. Merci pour ces 4 magnifiques exposés. Aucun d'entre vous n'a évoqué l'influence de l'âge. Alors, 2 aspects, à mon sens, là-dedans. C'est que la population de ceux que vous appelez les shoppers vieillit, et que ce vieillissement de la population est peut-être lié aussi à un certain changement de perméabilité du client. Le deuxième aspect est qu'en termes de santé publique, ce que Sadi Lalou a appelé la théorie de l'installation, qui est très intéressant, permet de créer un environnement favorable au développement de comportements satisfaisants. Et je pense que c'est sans doute très efficace lorsqu'on s'adresse à des enfants, des jeunes qui construisent leur monde dans cet environnement particulier, alors que le même environnement proposé à des adultes peut, à l'inverse, être ressenti comme une forme d'agression, quelque chose qui s'oppose à ce qu'eux-mêmes ont appris. Donc, est-ce qu'il y a un effet de génération qui interfère dans vos propositions ?
Moi, je pense que ça agit l'environnement a une influence prépondérante à tous les âges. Et ce qui se passe, c'est qu'en vieillissant, on finit c'est pas tellement le vieillissement, c'est surtout l'habitude. On s'habitue tellement à être dépendant d'un environnement particulier qu'on en est effectivement dépendant. Parce que toujours on cherche la simplicité, c'est ce qui a très bien été dit par tout le monde. De plus en plus, on organise son installation pour ne plus avoir à réfléchir et pour que tout soit des habitudes dans lesquelles il y a des échafaudages externes. Moi, je pense que quand on regarde par exemple à ce qui se passe dans les maisons de retraite et la manière, ou les hôpitaux et la manière dont l'alimentation est fournie à des gens vieillissants, et en particulier où il n'y a plus l'aspect social de l'alimentation, on sait qu'il y a une dégradation considérable de la prise alimentaire et aussi de la santé et du plaisir surtout qui va avec ça. Typiquement, ça, c'est des choses qu'on peut changer en changeant l'environnement, en permettant aux gens d'avoir l'alimentation comme avant, comme une source de sociabilité. Comment dire, on ne vit pas pour manger, hein, on vit pour des tas d'autres choses, et le plus important, c'est les relations sociales qu'on a avec les autres. Et d'ailleurs, l'alimentation est très souvent un prétexte pour ces choses-là. Et il ne faut pas avoir une vision purement nutritionnelle et essayer d'utiliser cette espèce de nécessité quotidienne qu'on a de s'alimenter pour avoir du plaisir, pour créer de la sociabilité, pour permettre du jeu, pourquoi pas des plaisirs esthétiques aussi. Enfin, et je pense que ça, c'est à tous les âges. Je crois que c'est Bria Savarin qui disait l'alimentation est de tous les plaisirs, le dernier qui reste. Hein. Essayons de faire que ça reste un plaisir. Et ça, je pense que plus on avance en âge, en tout cas moi c'est mon cas, plus j'apprécie le plaisir alimentaire. Et je crois qu'on devrait travailler là-dessus, quoi. Bonjour, Stéphane Béat. Je voulais vous soumettre quelques réflexions. Vous êtes partis tous, à peu près les uns les autres, sur une idée qu'on était dans une consommation et qu'il fallait encourager cette consommation. Et par rapport à l'alimentation, il y a quelques chiffres aussi qui viennent peut-être un peu contredire les tendances. D'une part, on parle de la rapidité et que les gens ont des réflexes parce qu'il faut aller vite par rapport à ce temps contraint qu'est l'alimentation. Or, quand on regarde l'évolution du temps, il semblerait, alors peut-être que vous vous donnerez d'autres chiffres, mais que le temps libre a dépassé le temps contraint et qu'il y a énormément aujourd'hui, si on regarde en France, de gens qui ont du temps parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils ont d'autres choix, etc. Et pour autant, ils utilisent les mêmes vecteurs aujourd'hui, c'est-à-dire de consommer. La deuxième chose, c'est que l'alimentation, il y a des chiffres aussi, on jette énormément aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a au moins entre 30 et 40%. Moi, j'agis beaucoup sur la restauration collective et des interventions. Et on s'aperçoit, par exemple, la restauration scolaire, qu'un des maux aujourd'hui qu'on est en train de juguler, c'est le gaspillage, puisqu'il y a à peu près 30% du plateau qui repart en moyenne, et que ça, c'est un vrai souci. Et le dernier souci, c'est savoir si les industriels, et si dans cette mécanique aujourd'hui, qui n'est pas forcément satisfaisante, il y a des lueurs d'espoir avec des industriels, avec des entreprises vertueuses, avec aujourd'hui des démarches qui justement se préoccupent que cet environnement est aussi à protéger et que cette surconsommation, elle n'amène pas une satisfaction et elle est en train d'entraîner énormément de dépenses qu'on est en train de corriger. Voilà. Pas obligatoirement la question la plus facile. Alors, bon, je travaille beaucoup, comme je vous l'ai dit, avec les industriels. Je ne suis pas leur porte-parole. Ce que je crains quand même, c'est que l'objectif de l'entreprise, il est quand même la performance, le profit. Dans mes contacts, je dirais, quotidiens avec les marketeurs et les directions générales, la vision, même si je pense qu'il y a une dimension citoyenne, j'ai vu que vous étiez des consultants de Nestlé ou de Danone, ce sont des gens qui réfléchissent profit et entreprise citoyenne. Néanmoins, je ne pense pas que ça aille jusqu'à intégrer des questions
d'ordre beaucoup plus général qui sont de type doit-on favoriser l'émergence d'une société vers, je dirais, plus de bonheur avec de la décroissance, si je veux caricaturer un petit peu les choses. Ce sont des entreprises qui ont des actionnaires, vous connaissez par cœur tout ce discours-là, elles sont quand même focalisées sur mon cours de bourse dans un mois, ça sera lequel, hein, ce qui ne favorise pas une vision très long terme telle que vous l'envisagez. Enfin, c'est vrai, mais le profit est d'abord une contrainte, hein, des entreprises dans le système actuel. Et je crois qu'il ne faut pas diaboliser les industriels. On voit qu'il y a la prise en compte de cette réalité qu'il faut faire du profit, mais les industriels sont des gens comme vous et moi qui ont des motivations altruistes aussi et qui cherchent plutôt à faire le bien qu'à faire le mal, hein. Et donc la difficulté, c'est qu'en situation concurrentielle, effectivement, il est difficile de trouver des chemins vers la décroissance, hein. C'est pas simple. Il y a des gens qui y travaillent et on essaye de trouver des solutions parce que tout le monde se rend bien compte que si on continue, dans 20 ou 25 ans, si on suit les prévisions du Club de Rome, le système s'effondre quand même. Et ça, moi je vois de plus en plus d'industriels qui sont là et qui disent qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas simple, les conditions de marché nous poussent à essayer de vendre plus, mais on aimerait bien faire autre chose. Et il y a un certain nombre d'actions qu'on essaye d'encourager avec des business models, avec des marchés à entrée multiples et des choses comme ça. Il y a un certain nombre de tentatives. C'est déjà mieux qu'il y a 10 ou 20 ans. Et quand vous regardez ce qui est en train de se passer, par exemple, dans un organisme comme le Fonds, qui est quand même financé par les industriels, on voit qu'il y a eu un progrès considérable. Ça ne va pas assez vite, hein. Il faudrait qu'on soit déjà beaucoup plus loin, mais par rapport à il y a 20 ans, il y a un progrès absolument colossal. Donc ça avance, hein, mais ça avance pas assez vite, je suis d'accord. Et puis en fait, il y a industriel, notamment l'exemple, je pense, de la restauration ou des distributeurs, montre que eux, par exemple, le gaspillage, c'est un vrai problème pour eux, même économique. Ils voudraient vendre plus de fruits et légumes, mais plutôt que d'avoir à les jeter toutes les semaines. Et donc, il faut choisir aussi l'industriel qui est le plus ouvert et le plus intéressé à ces aspects. Et il y a, en fait, à mon avis, pas mal d'endroits où il peut y avoir une collaboration gagnant-gagnant. Pas toujours, il ne faut pas être naïf. Mais il ne faut pas raisonner uniquement industriel, producteur. Il y a les distributeurs, les transformateurs, il y a beaucoup de gens derrière. Bon, pour ne pas s'attarder trop sur ce débat, j'attire seulement l'attention sur les catégorisations souvent binaires, pas seulement des aliments, mais aussi des acteurs concernés. Et on assiste assez souvent à... Il y a les bons et les méchants parmi les offreurs. Et ceux qui sont considérés comme du côté des méchants, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent, ils ne sont pas crédibles. Et bon, ça serait tout un débat pour savoir comment on peut sortir de ce problème de relations entre acteurs pour essayer d'avancer. Autre question. Juste un point là-dessus. Il y a aussi quand même il y a divers outils de régulation publique. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont intérêt à être vertueuses et qui en font un argument, et c'est très bien. D'autres qui vont s'abriter derrière celles qui sont vertueuses pour procéder autrement. On peut agir de tout un tas de façons. Il peut y avoir une émulation autour de la performance économique, mais la performance économique peut s'appuyer sur une performance nutritionnelle. Si on n'est pas obligé de vendre toujours plus de calories, on peut vendre autre chose. Je sais que dans les aliments, il y a beaucoup de caractéristiques qui peuvent être valorisées. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ensuite, il faut réfléchir aussi aux outils incitatifs. C'est-à-dire que certains outils peuvent passer par le marché pour inciter à un comportement vertueux, d'autres peuvent et concurrentiel, d'autres peuvent passer par une réglementation pure et dure parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mauvaises pour tout le monde, et puis d'autres enfin peuvent passer par des accords où c'est des branches entières qui essayent de voir comment elles pourraient collectivement modifier leurs propres normes pour favoriser les choses. Un bon exemple, c'est, je sais pas, la réduction du sel dans les aliments, par exemple. Si quelqu'un le fait tout seul, il va perdre immédiatement 20% de ses ventes, si c'est pas plus, voire tout, parce que évidemment les consommateurs vont immédiatement se déplacer. Et dans ce cas-là, il faut évidemment qu'il y ait une désescalade concertée. C'est comme pour la dissuasion nucléaire, quoi. Il faut que tout le monde diminue progressivement ensemble. Et donc, à chaque fois, il faut être un peu pragmatique sur les outils à utiliser. Oui, Brigitte Laurent,
Juste sur ce point-là, je voulais juste rappeler que pour les industriels aussi, il y a quelque chose de très important qui est les attentes des consommateurs. Et qu'à partir du moment où il y a une demande de plus en plus forte sur l'implication citoyenne des entreprises, il y aura forcément beaucoup plus d'actions des entreprises dans ce sens-là, et dans le sens de l'alimentation durable. Et sinon, ma question, elle était pour Pierre Chandon sur ce que vous aviez présenté en ce qui concerne l'effet des allégations nutritionnelles et santé sur les comportements et la perception, qui sont plutôt des études, si j'ai bien compris, qui se sont faites aux États-Unis. Est-ce que si on transposait ça au niveau des Français qui n'ont pas du tout la même perception et les mêmes comportements, on pourrait avoir les mêmes conclusions, sachant aussi qu'on a des études récentes, par exemple, qui montrent que pour un Français, bon au goût, ça peut être aussi bon pour la santé, pas du tout comme les Américains. Donc, c'est une excellente question. Oui, Caroline Averlet a fait ses études là-dessus sur cette corrélation perçue entre bon pour la santé et bon au goût, qui est plus compliquée, on va dire. Et puis, c'est clair qu'on sait très bien qu'en France, en Europe, on a moins ce discours médical, nutriments, etc. Donc, de toute façon, il n'y a pas vraiment de réponse générale. On a trouvé des effets aux États-Unis, on en a trouvé en France, on a répliqué une partie des études. Ça dépend du produit, ça dépend de l'allégation elle-même. Et ce qui est juste, à mon avis, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est de montrer que ce qui peut être un plus au niveau du produit lui-même, et pas forcément, lorsqu'on regarde au niveau de la pratique de consommation, forcément un plus au niveau de l'alimentation. Et surtout, il peut y avoir une déconnexion entre la pratique réelle et la pratique perçue. Et donc c'est ça surtout, à mon avis, qu'il faut étudier. Pas uniquement savoir si les gens disent c'est bien ou pas bien d'avoir des antioxydants, mais effectivement, comme on l'a montré, vous regardez ce qui se passe réellement au niveau de l'achat et au-delà de l'achat, au niveau de la consommation. Et là, on aura vraiment une image parfaite. Et c'est évident qu'il faut faire ça en France pour l'ensemble des produits si on va vraiment avoir une réponse à chacune de vos questions. Bonjour, une question pour Sadi Lalou. À votre théorie de l'installation, vous avez opposé un modèle naïf qui repose donc sur l'éducation et l'information. Et là, je voudrais évoquer le plan national nutrition santé, qui, à ma connaissance, repose beaucoup sur ce mode de communication, avec notamment tous les messages qu'on connaît, 5 fruits et légumes par jour. Et donc, il y a une première limite que vous avez soulignée dans votre exposé, qui est que l'information ne suffit pas pour changer les comportements. Et une deuxième limite qu'on commence à voir apparaître, c'est-à-dire que ce type de message va plutôt avoir tendance à accroître les inégalités sociales de santé, puisqu'ils sont réceptionnés de manière privilégiée par les populations favorisées qui peuvent les intégrer et les implémenter dans leur vie, alors que c'est plus difficile pour les populations défavorisées. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous pourriez proposer si vous étiez décideur pour le futur plan national nutrition santé comme modification pour essayer donc d'améliorer ces comportements? Oui, ça me rappelle dans une des nouvelles d'Alphonse Allais, il raconte un soir, il était dessous, il dit « Ah, si ce soir-là, on avait été le gouvernement ». Bon, alors le PNNS n'est pas complètement naïf et il essaye de travailler aussi, bien entendu, avec l'ensemble des acteurs. Et il y a une conscience des pouvoirs publics sur le fait qu'on ne peut pas tout faire top-down et qu'il faut susciter un certain nombre d'initiatives. Et si vous regardez les politiques récentes de la direction de l'alimentation, elles vont quand même de plus en plus dans ce sens-là, qui est le soutien d'un certain nombre d'initiatives locales et puis d'essayer de voir ce qui marche pour avoir du bottom-up, justement. Et moi, je pense que si, effectivement, j'avais une influence quelconque, mais en fait, c'est ce qu'on essaye de faire, d'ailleurs, dans le fond, hein, c'est de susciter des expériences locales qui impliquent un certain nombre d'acteurs et qui ont une valeur d'exemplarité pour que, et de faire connaître ces choses-là pour que les gens se disent « Ah ben, voilà comment nous, on pourrait s'inspirer de ce truc-là pour faire quelque chose ici. » Donc c'est une empowerment, en quelque sorte, hein, de donner aux acteurs la capacité de commencer un mouvement local qui puisse mieux répondre à leurs attentes. Voilà. On n'a pas toute la vérité, c'est complexe, donc il vaut mieux commencer par des petites solutions locales impliquant les gens. Bon, je voudrais juste dire que ce que vous citez du PNNS,
n'est qu'un tout petit aspect. Et d'ailleurs, cette réglementation devient des négociations entre acteurs au moment de la loi sur la santé de 2004 et pas véritablement du PNNS. Et en ce qui concerne le PNNS, depuis la deuxième phase du PNNS, il y a une initiative qui n'est pas connue du grand public, qui a été d'inciter les acteurs offreurs, aussi bien les distributeurs que les industriels, à améliorer les qualités nutritionnelles, notamment sur certaines caractéristiques négatives comme le trop de sel, le trop de sucre et les qualités et les quantités de matières grasses, les inciter en aboutissant à la signature de chartes d'engagement à faire des progrès à ce niveau-là. Et ça existe depuis 2005. Il y a un certain nombre d'industriels qui se sont engagés là-dedans, qui ont signé des chartes, et on s'aperçoit qu'il y a des améliorations très sensibles de fait et qu'il y a une dynamique, notamment avec aussi des grandes enseignes qui ont signé des chartes, qui imposent d'ailleurs de nouvelles normes dans les appels d'offres sur les marques de distributeurs. Donc tout ça n'est pas connu, mais répond en même temps à des discussions de tout à l'heure. Et bon, on va être obligé de s'arrêter, mais je voulais quand même compléter sur ce point-là.